Dans son manifeste Indignez-vous, Stéphane Hessel observait que de nos jours, on ne s'indigne plus. On n'est plus prêt à risquer sa vie pour une grande cause. Eh bien nous, la flotte humanitaire pour Gaza, nous étions prêts à risquer notre vie, tellement la cause de Gaza est importante à nos yeux. C'est la guerre d'Espagne de notre époque. Un combat fondamental pour la liberté et contre les fascistes. Pour moi, tout a commencé lorsque j'ai rencontré le médecin humanitaire Hicham El-Gaoui. Hicham, il est allé à Gaza 3 fois pour aller soigner des Palestiniens sur le terrain. Et Hicham, il m'a raconté ce qu'il a vu. Dans les ruines de Gaza, il y a beaucoup de chiens errants. Et un jour, il en voit 2 en train de s'acharner sur une carcasse, en train de la boulotter. Alors il s'approche, les chiens s'en vont, et il se rend compte que, en réalité, c'est le cadavre d'un adolescent palestinien à moitié dévoré. Bienvenue en enfer. À l'hôpital de Gaza où il a exercé, il a vu, empilé là, à la hâte, une pile de bébés morts. Autre comme ça. Alors je lui ai demandé, tous ces enfants, ces bébés, ces adolescents qui se font tuer par Israël, est-ce que c'est accidentel qu'il y en ait autant? Et lui me dit, en tant que médecin, avec tous les cadavres qu'il a vus, il me dit, le point d'entrée des balles est toujours le même. C'est dans la nuque. Donc ce n'est pas des dommages collatéraux. Tous ces enfants, ils sont exécutés. Alors, un jour, dans le cadre de ma préparation d'un livre d'hommage aux Palestiniennes, je l'interviewe. Apparemment, il y a une initiative malaisienne qui est en cours avec une flottille, qui même plus une flottille, là pour le coup ce serait carrément une flotte pour aller forcer le passage en fait pacifiquement du blocus militaire à Gaza. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, et c'est également le côté positif, c'est que depuis que Global March to Gaza est né, on a inspiré beaucoup, que ce soit des marches, des initiatives, et la flottille malaisienne, qui en fait est une flottille internationale, car ils veulent réunir 1000 bateaux pour se diriger vers Gaza. C'est vrai, et c'est en cours, ils sont en train d'enregistrer les gens. Quant à Greta Thunberg ou Rima Hassan à bord du bateau, c'est plus compliqué pour Tsahal d'envisager de couler le bateau. Est-ce que vous allez essayer d'avoir des gens qui sont connus dans leur pays ou à l'international à bord de tel ou tel bateau pour maximiser les chances que le bateau ne soit pas attaqué? Complètement, c'est prévu. Chacun devra, parce qu'il y a beaucoup de délégations internationales, et puis c'est prévu effectivement que chaque flottille ait une ou plusieurs personnes importantes. Dernière question, est-ce que je peux venir? Bien sûr. Ok. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué à bord de la plus grande flotte humanitaire civile internationale de toute l'histoire. 40 nationalités, 40 bateaux, 400 volontaires humanitaires du monde entier. Alors vous l'avez entendu, de ma part, me porter volontaire, ça avait été un cri du cœur. C'était totalement spontané parce que pour moi, c'était un devoir moral absolument évident. Et d'ailleurs, en fait, je ne comprends pas tous ceux pour qui ça n'est pas un devoir moral évident. Je veux dire, il y a une famine, il y a un génocide. Si là, ce n'est pas notre devoir, alors où est notre devoir au juste? On est en été 2025. Les Palestiniens sont affamés à Gaza parce qu'Israël ne laisse pas rentrer assez de nourriture. Quand je vous dis qu'ils sont affamés et qu'ils sont en train de mourir de faim, c'est au sens littéral, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mourir, tous les jours il y a des morts, tellement ils ont faim. Alors je prends mon baluchon et je pars pour la Sicile. Pour la Sicile où nous devons, nous tous volontaires européens, être entraînés, entraînement obligatoire, avant d'aller embarquer pour Gaza. Alors, c'est la 19e flottille pour Gaza, depuis qu'il y a le blocus. Et les vétérans des flottilles précédentes nous ont très bien entraînés. Alors, ils nous ont très bien entraînés dans un lieu inattendu. Ils nous ont entraînés dans une église. Donc, il faut imaginer que vous avez, sur l'estrade où se trouvent les formateurs, vous avez un énorme Christ en croix.
Ce qui, dans la mesure où l'un des entraînements les plus importants qu'on ait eu, c'est sur la non-violence, est tout à fait cohérent, et c'est même un symbole assez puissant quand on y réfléchit. D'ailleurs, premier entraînement, sur la non-violence. Je ne vous parle pas de la non-violence en tant que résignation, en tant que soumission ou en tant que capitulation. Non, non, non. La non-violence en tant que stratégie de combat. La non-violence du Christ, typiquement. La non-violence de Gandhi. La non-violence de Martin Luther King. Et voilà comment ça fonctionne. Votre adversaire est armé jusqu'aux dents. Ça me paraît clair. Donc, si vous y allez armé, vous allez vous faire éclater. Alors que si vous y allez sans aucune arme, paradoxalement, votre vulnérabilité devient votre meilleure protection. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'Israël frappe un volontaire humanitaire totalement sans défense, son image publique devient encore plus dégueulasse. Et donc ça lui coûte médiatiquement, ça lui coûte diplomatiquement, ça lui coûte politiquement. Je ne dis pas que c'est un bouclier parfait, on y reviendra, mais c'est le meilleur bouclier que vous ayez. Deuxième entraînement, beaucoup d'exercices là-dessus, notre interception. Alors notre interception, en clair, c'est notre très probable kidnapping par l'armée israélienne dans les eaux internationales. C'est ça qu'on appelle l'interception. On a eu besoin d'être entraîné car, voyez-vous, le risque de se faire tuer est réel. Alors, j'en ai entendu plein, avant, pendant, après, encore aujourd'hui, en train de dire « Ouais, ça va, arrête ton char. Statistiquement, vous aviez 100% de chance de vous en sortir vivant, de ne pas être blessé. D'ailleurs, il n'y a eu aucun problème. Tu exagères. » Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, quand, plus tard, on y reviendra, j'ai eu une mitraillette d'un soldat israélien braqué sur le crâne, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, statistiquement, c'est cool, il ne va pas tirer. Plus sérieusement, en 2010, le Mavi Marmara, bateau humanitaire turc, il a été abordé par Tsahal, tel des pirates des mers, en plein dans les eaux internationales, et lors de l'abordage par l'armée israélienne, dans l'équipage turc, il y a eu des morts. Des morts. Vous pourriez me dire, 2010, c'était il y a longtemps. Admettons. Je ne vois pas en quoi c'est un argument, mais admettons. Le Conscience, en mai dernier, ça va, c'est récent. Le Conscience, navire humanitaire, dans les eaux internationales, décidément c'est une manie, a été bombardé par des drones israéliens et ça a provoqué un incendie à bord. L'équipage du Conscience, ils ont failli tous y rester. Le risque de se faire tuer est réel. Alors, les vétérans des flottilles précédentes nous ont joué un bon tour, mais pour notre bien, c'est qu'ils ont fait semblant de nous installer par petits groupes assis sur le sol. Vous savez, genre atelier post-it de prise de parole. Hein, on ne s'est pas méfié. Alors, on discute, et c'est parler entre vous de comment vous pensez que vous réagiriez quand Tsahal vous aborde, etc. Alors nous, sans méfiance, on commence à le faire, et soudain, les vétérans des flottilles précédentes débarquent par surprise en jouant le rôle des soldats de l'armée israélienne en train de nous aborder. Alors ils nous bousculent, ils nous plaquent au sol, ils nous insultent, ils nous hurlent dessus, ils nous donnent des ordres, ils nous menottent. Et je vous avoue que quand on ne s'y attend pas, par surprise donc, ça vous secoue. Hein. Mais, en l'occurrence, c'était de leur part une excellente préparation psychologique à ce qui allait nous arriver pour de vrai. Après, il y a le troisième entraînement. Le troisième grand entraînement, c'est le papier à signer. Parce qu'une fois que Tsahal vous kidnappe, Israël vous présente un papier et vous dit « Tu veux rentrer chez toi ? Oh, tu veux rentrer chez toi. Signe. Signe tes aveux. » Alors, avouez quoi ? Avouez 3 mensonges. Mensonge numéro 1, tu as essayé d'entrer en Israël. Alors c'est faux, puisque je vous rappelle que Gaza n'est pas un territoire israélien, Gaza est un territoire palestinien occupé illégalement par l'armée israélienne, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice des Nations Unies. Mensonge numéro 2, tu es entré illégalement en Israël. Alors déjà,
j'avais aucune intention d'entrer en Israël, je voulais aller à Gaza. Ensuite, je ne peux pas être entré illégalement en Israël puisque je me suis fait kidnapper dans les eaux internationales par Tsahal. C'est toi qui m'as fait rentrer, mon vieux. Moi, j'y suis pour rien. Troisième mensonge, tu as enfreint un blocus, et là, attention, c'est un mot auquel ils tiennent beaucoup, un blocus légal. Encore un mensonge, car voyez-vous, la Cour internationale de justice des Nations Unies, encore elle, a ordonné répétitivement à Israël de laisser passer les convois humanitaires, c'est-à-dire nous, quoi. Tous les convois humanitaires. Tous. Donc le blocus, au moins en ce qui concerne les convois humanitaires, il est forcément automatiquement illégal. Et j'ajoute, de toute façon, il ne faut pas chercher à midi à 14h, quand tu as un convoi humanitaire, donc nous, qui va vers une zone de guerre pour aller apporter de l'aide humanitaire à des civils qui s'y trouvent, quel que soit le contexte, les intercepter, a fortiori les kidnapper, a fortiori les jeter en tôle, c'est un crime de guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est la 4e Convention de Genève. Alors, les vétérans nous ont recommandé de ne rien signer du tout. Gros sujet de conversation entre les futurs volontaires. Hein. On va faire quoi? Parce que, ok, faut pas signer pour rester fidèle à la cause et puis pour être loyal envers les Palestiniens de Gaza. Tout le monde comprend ça. Oui, mais si tu signes pas, tu vas rester en prison et tu sais pas combien de temps. Oui, mais si tu signes, tu valides de ta propre main les mensonges d'Israël sur Gaza. Tu les signes. Oui, mais si tu ne signes pas, le gouvernement israélien à ce moment-là parle publiquement de nous mettre dans la pire prison disponible, le Guantanamo israélien, si vous voulez, et de nous garder là-dedans 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, peut-être plus longtemps. Ils en parlent ouvertement. Du coup, vous pouvez vous poser la question, à notre place, vous auriez décidé quoi? Vous avez un conjoint, vous avez une famille, vous avez des enfants. La décision n'est pas si évidente que ça. Et en plus, quand vous vous dites pendant l'entraînement « je ferai ceci, je ferai cela », ce n'est pas nécessairement ce que vous allez décider quand vous y serez. Bref, l'entraînement fini, on nous laisse faire connaissance avec nos bateaux. Alors, nos bateaux. Moi, on me dit, Thomas, tu seras à bord de l'Aurora. Il y a des communistes dans la salle? Bonsoir, camarades. L'Aurora. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le sont pas encore, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps, l'Aurora, c'est le nom du bateau dont le coup de canon a marqué le déclenchement de la révolution, de la révolution russe. C'est un des bateaux des marins de Kronstadt. Les marins de Kronstadt, ils se sont révoltés d'abord contre la dictature du tsar et ensuite contre la dictature des bolcheviks. Et je sais tout ça sur les marins de Kronstadt parce que, voyez-vous, le drapeau des marins de Kronstadt, je l'ai tatoué sur le bras depuis plusieurs années maintenant. Je suis un fan. Donc, quand on m'a dit « Thomas, toi, tu seras à bord de l'Aurora », je me suis dit « alors ça, c'est vraiment c'est formidable ». En parlant de bateau, quand on vous dit la flotte humanitaire, vous pensez tous, et c'est normal, et c'est très bien, à des voiliers, les 40 voiliers. Mais avant d'être des bateaux, la flotte, c'est des gens. Alors il y avait de tout. Hein. Il y avait des humanitaires professionnels, il y avait des humanitaires amateurs, il y avait des activistes de la cause palestinienne, il y avait des gauchistes, il y avait des artistes, il y avait des punks à chiens, il y avait des petits commerçants malaisiens, on en avait beaucoup. Il y avait vraiment de tout. Il ne m'a pas échappé que, ici et là, on s'est beaucoup foutu de leur gueule. Leur profil, leur parcours, leur allure. Vous savez quoi? On ne devrait pas. On ne devrait pas, parce qu'ils ont eu un courage extraordinaire, avec leur look peace and love. Ils se sont tous portés volontaires pour aller risquer la tôle en Israël,
au service des Palestiniens. Raison pour laquelle je voudrais ce soir leur rendre hommage. À bord de l'Aurora, par exemple, il y avait Sazou. Sazou, une jeune femme italienne, une femme fleur, adorable, qui passait son temps à faire des hugs à tout le monde, cuistot dans un refuge de montagne et branché chamanisme. Il y avait Sharka, chorégraphe tchèque, artiste queer, qui avait dirigé des interprètes, avant d'embarquer, pour reproduire fidèlement les gestes des Palestiniens en train de draper leurs morts à Gaza, et elle avait fait ça, elle avait organisé ça, devant le siège de l'ONU à Genève. Sharka, qui a aussi une formation en psychologie, et qui donc, on a beaucoup discuté ensemble, elle et moi, pendant tout le trajet en mer, parce que voyez-vous, je suis autiste Asperger, et donc elle m'a beaucoup aidé à me socialiser avec les autres personnes à bord, parce que pour des gens comme moi, sur un espace aussi petit, la socialisation n'est pas vraiment un truc évident. Alors, il y avait aussi Marco. Marco, italien de chez Greenpeace. Marco, le perfectionniste de la bande, et je fais exprès de trembler les mains. Car voyez-vous, Marco, c'est le genre de mec, il y en a sans doute dans la salle, vous vous reconnaîtrez, c'est le mec qui, à bord du bateau, vous pousse gentiment sur le côté quand vous êtes en train de faire un truc, juste parce que, écoute, non, Thomas, non, je vais le faire à ta place, parce qu'il tient absolument, par exemple la vaisselle, parce qu'il tient à ce que ça soit fait de manière absolument nickel, parce que sinon ça le stresse. Il y en a ? Il y en a. Moi, j'en ai épousé une. Alors après, Marco, c'est aussi quand même celui qui, au moment du grand chaos du printemps arabe en Égypte, a profité de ce chaos pour faire rentrer un convoi humanitaire tout entier à Gaza. C'est ça aussi, Marco. Et Marco, c'est celui qui, quand on s'est retrouvé ensuite en tôle en Israël, se tenait debout face à nos geôliers et qui les traitait, droit dans les yeux, d'enculés de génocidaires. Ah, c'est une citation, je suis perché. C'est Marco qui l'a dit, c'est pas moi. Il y avait Paolo. Paolo, faut imaginer un Brésilien absolument massif, presque aussi large que haut, avec un tatouage des îles Marquises sur tout le bras gauche, vivant à bord de son voilier depuis des années, brésilien, et alors très très strict, c'était notre capitaine. Très strict, très autoritaire, très... L'Aurora avait un parfum de caserne, si vous voulez. Mais honnêtement, c'était pas plus mal, parce que c'est vraiment Paolo qui nous a fait comprendre à tous que le moindre relâchement dans la discipline pendant une traversée en mer sur un bateau aussi petit peut avoir rapidement des conséquences catastrophiques. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple délibérément tout bête. Quand vous êtes chez vous, laissez traîner une casserole. Bon, c'est pas grave. C'est agaçant, mais c'est pas grave. Sur un bateau, comme un petit voilier, le bateau, ça tangue. Ça peut tanguer très fort. Quand ça tangue très fort, si vous avez laissé traîner votre casserole, elle va s'envoler. Et elle va finir, potentiellement, dans la gueule de quelqu'un. Il n'y a pas de médecin forcément à bord, il n'y a pas du tout d'hôpital puisqu'on est en mer, donc l'impact de la casserole dans la gueule de votre voisin, ça peut dégénérer médicalement assez vite. Donc ce qui commence comme une situation parfaitement anodine peut prendre des proportions énormes et très négatives très vite. Et sur un voilier, c'est comme ça pour tout. Donc, on a retenu la leçon très vite d'être vraiment le plus discipliné possible pour éviter les catastrophes. Il y avait aussi Tabea. Tabea, éboueuse suisse. Je vous ai dit, un scénariste aurait imaginé nos profils à bord du bateau, personne ne l'aurait cru. Tabea, éboueuse suisse, virée de son boulot parce qu'elle parlait trop de la Palestine. À bord de notre bateau, elle s'est imposée très rapidement comme étant celle qui gérait les stocks et les déchets, par habitude professionnelle. Tabea croit à son métier et elle aime son métier. Elle y trouve un sens altruiste du service public, on en a parlé, et puis elle aime bien bosser dehors. Et elle sait que c'est indispensable ce qu'elle fait. Vous voyez, pendant une grève des éboueurs, vous voyez bien que c'est indispensable. Et donc elle a retrouvé son boulot en embarquant pour la flotte de Gaza, c'est-à-dire la cause qui lui tient à cœur. Je trouve ça assez poétique. Il y avait aussi Joe. Joe, malaisien,
musulman pratiquant, organisateur de pèlerinage à la Mecque. Et Joe et moi, on dormait ensemble, dans le même lit, dans la même cabine. Et donc on faisait un certain nombre de plaisanteries à bord. On expliquait aux autres que le sexe était absolument formidable. Je ne suis pas fier, hein, mais nous, ça nous faisait beaucoup rire. On expliquait aussi que c'était une grande histoire d'amour gay qui commençait entre nous. Donc le reste de l'équipage était assez consterné par cette accumulation phénoménale de dad jokes. Je dis dad jokes parce que tous les deux papas d'une petite fille, séparément, hein, ça nous a beaucoup rapprochés. Alors, avec son accord, j'ai pris une photo de lui sur le pont du bateau à un moment où il était en train de faire sa prière. Et la photo, qui est vraiment une très belle photo, très émouvante, parce qu'on le voit en train d'avoir une expérience spirituelle, quoi. Et la photo en question, quand je l'ai postée, elle a fait le tour du monde, vachement de la Malaisie, hein, évidemment, mais le tour du monde sur Instagram. Pendant ce temps-là, en France, un certain nombre de médias accusaient notre flotte d'être islamophobe. Non, pardon. Homophobe. Je me suis trompé. Homophobe. Pourquoi ? Parce qu'un coordinateur tunisien de la flotte avait claqué la porte en disant qu'il y avait beaucoup trop de volontaires LGBT à bord. Bon. Alors lui, il était homophobe, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il est parti. Combien d'autres volontaires de la flotte sont partis pour ce motif ? 0. Ça nous fait donc 1 sur 400, c'est-à-dire 0,25%. Et quand vous y réfléchissez, c'est toujours la même méthode. On braque le projecteur médiatique sur un sinistre connard, ça marche aussi avec une poignée de sinistres connards, et on s'en sert pour calomnier tout le collectif. Ça s'appelle un amalgame. Moi, ce que j'ai vu à bord de l'Aurora, de mes yeux vus, c'est un musulman pratiquant pour qui l'islam est la chose la plus importante dans toute sa vie, Joe, et Sharka, une artiste queer, littéralement sur le même bateau, et qui se sont même pas posé la question de leur compatibilité parce que c'était complètement hors sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que nous étions tous unis, par-delà nos différences, et Dieu sait qu'il y en avait des différences. J'ai dormi dans le même lit qu'un musulman pratiquant, je suis athée. Bon. Eh bien, nous étions unis par-delà toutes nos différences, parce qu'on avait ce but commun, briser pacifiquement le blocus de Gaza. Et cette considération-là l'emportait sur tout le reste, toute autre considération était parfaitement secondaire. Peace and love. Aujourd'hui, c'est ça, être un vrai révolutionnaire. Le cynisme de notre époque, le sarcasme permanent, le sourire en coin, le dénigrement incessant, c'est facile. Ce n'est pas courageux. Le vrai courage, le vrai comportement authentiquement révolutionnaire de nos jours, à contre-courant, c'est d'être gentil, attentionné, idéaliste, osons le mot, chevaleresque, et de l'assumer complètement. Oui, nous étions une flotte de hippies, oui, absolument, et nous en sommes fiers. Chaque nuit, je pouvais voir les lumières de nos bateaux, de nos 40 bateaux, qui faisaient comme un cortège de lucioles, sous la voûte étoilée avec ce ciel rempli d'étoiles, tellement plus d'étoiles que c'est depuis la terre ferme, le ciel marin extraordinaire, avec cette colonne vertébrale gigantesque et multicolore de la Voie lactée. Et la première fois que j'ai vu ça, j'étais tellement ému que j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Et je me suis dit, ici, c'est ça en fait ma terre promise.
Ma terre promise à moi, c'est ça. C'est cette république flottante, fraternelle, mondiale et multiculturelle. Ici, je me sens chez moi. Mais au fait, on n'est toujours pas parti. Pourquoi on n'est toujours pas parti ? On n'est toujours pas parti parce que le point de départ de la flotte, ce n'était pas la Sicile, en fait. Ça, c'était le point de départ des Européens. Mais le vrai point de départ de la flotte, c'était à Barcelone. À Barcelone se regroupaient les bateaux des Espagnols et des Latino-Américains, qui allaient ensuite partir pour rejoindre à Tunis les bateaux des pays du Sud. Pour l'essentiel, Maghreb et Malaisie. Et ensuite, ils devaient tous nous rejoindre au large de la Sicile, et de là, on part pour Gaza en frôlant la Crète. C'était ça le plan. Sauf que, au moment où Barcelone a rejoint Tunis, il y a eu un certain nombre de choses qui ont accumulé un certain nombre de retards. Bon, déjà, ils se sont pris des bombes incendiaires qui ont été larguées par des drones israéliens dans le port de Tunis à leur attention. Ça entraîne des retards. En plus de ça, ils ont eu beaucoup plus de volontaires qui sont venus à leurs frais du monde entier. Ils en ont eu beaucoup plus qu'il n'y avait de place disponible à bord. Et donc, il fallait gérer ça parce qu'ils n'avaient pas anticipé qu'ils auraient 4 volontaires pour une place. Et puis, un certain nombre de bateaux, il faut être honnête, ils n'étaient pas vraiment en état de prendre la mer. En tout cas, pas pour une traversée de la Méditerranée. Ce qui est autre chose que du cabotage. Hein. Bon. Et donc, les réparations, gérer tous les volontaires, pendant ce temps-là, nous, en Sicile, tous les 3 jours à peu près, on nous annonçait que, finalement, le départ allait être décalé d'encore 3 jours. Et tous les 3 jours, c'était ça. Jusqu'à ce que ça fasse 2 semaines. Et nous, donc, les volontaires européens, on était prêts à partir. Et devoir attendre, et avec les reports qui s'accumulaient, ça nous rendait complètement fous. Ça nous rendait complètement fous, parce que pendant ce temps-là, la famine à Gaza continuait. Il y avait des morts tous les jours. Et donc nous, on voulait partir, mais à un moment, on finissait par se dire, écoutez les gars, si vous n'êtes pas foutus de décoller, nous, on va partir sans vous. Et donc il y avait vraiment une tension croissante entre la Sicile et Tunis/Barcelone. Le leader de la flotte, c'était Thiago Avila, un Brésilien de 40 ans, le sourire aux lèvres, imaginez un sourire jusqu'aux oreilles, mais permanent, comme le chat dans Alice au Pays des Merveilles, et un visage d'ange. Et donc Thiago Avila, il a fini par nous donner le feu vert, il a dit aux Européens qu'ils n'en pouvaient plus. Ok, allez-y, partez devant, on vous rejoint. Alors les Européens sont contents, Tunis est furieux. Et donc au bout de quelques heures de colère à Tunis, contre ordre du même Thiago. Non, finalement, arrêtez-vous, quoi, déjà ? Oui, arrêtez-vous là où vous êtes, et puis finalement, vous nous attendez. Donc en fait, on avait juste le temps d'arriver à la pointe sud-est de la Sicile. Les Européens sont furieux, le Tunis est content. Pour vous dire à quel point les Européens en avaient marre d'attendre, lorsque finalement on a eu le go pour tous se regrouper au large de la Sicile, tous, les Européens étaient tellement fumasses que le matin même, 3 bateaux suisses s'étaient mutinés. Mutinés, des Suisses. Ils avaient décidé, fuck off, on part tout seul, nous on va à Gaza, qui nous aime nous suivre. Alors personne ne les a suivis. Du coup ils sont revenus. Tout est authentique, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Ils sont revenus, et après, bon les gars, quand même, on y va. Ouais, ok, on y va. Promis, demain matin, on y va. Ok, bon, et on est parti. Nous voilà en mer. Alors, à bord d'un petit voilier pour traverser la Méditerranée, la croisière ne s'amuse pas du tout. D'abord parce que vous dormez très mal. Vous dormez très mal parce que vos cabines, concrètement, c'est un lit superposé plutôt minuscule, avec des cloisons collées autour. Et ils mettent une porte et ils appellent ça une cabine. Ou alors, vous avez un lit de taille normale. C'est vrai, ça existe. Mais dans ce cas-là, pour des raisons de place disponible, par rapport à combien on est, vous allez dormir à 2 dedans. Et là, vous avez le choix. Si vous avez un lit normal à être 2 dedans, soit vous êtes devant, et c'est l'endroit du bateau où ça tangue le plus,
Donc vous allez dormir, imaginez que vous dormez sur un machin de rodéo, vous voyez, toute la nuit. Ou alors, vous serez plus stable si vous dormez dans les lits normaux du fond, mais dans ce cas-là, vous allez dormir le nez dans les bruits des moteurs. Faut aimer, faut être connaisseur. Alors, en plus de ça, indépendamment des conditions dans lesquelles vous dormez, quand vous êtes à l'extérieur du bateau, vous ne prenez pas le soleil, hein. Vous bossez. Là, vous avez la voile, le pont, et là, vous avez un espace, si c'est un petit voilier comme les nôtres, vous avez ce qu'on appelle le cockpit. Le cockpit, attendez, on va le mettre comme ça je reste de face. Donc on va le mettre comme ça. Là, vous avez la barre. Et là, vous avez des gros plots en métal sur lesquels on fait des manœuvres avec les cordages. Bon. La barre, vous avez le capitaine, en l'occurrence, donc c'était Paolo, qui est en train de barrer. Alors les gens imaginent qu'il est comme ça. Non. Parce que s'il barre comme ça, le bateau, il va faire ça. Hein. C'est comme pour une bagnole, ça ne marche pas. Donc il est comme ça. Et il a quelqu'un qui l'assiste, alors on se relayait bien sûr, pour faire les manœuvres de cordage auxquelles, à titre personnel, je n'ai absolument rien compris. À part que, ça je l'ai bien noté, si jamais vous vous foirez dans vos manœuvres de cordage et que vous vous prenez un doigt dedans, vous allez perdre votre doigt. J'ai aussi retenu que, parce que ça a failli m'arriver, je suis un garçon distrait, si jamais vous voulez récupérer un truc qui est posé là et que vous passez le bras à travers la barre, si la barre part par là, vous pouvez vous péter le bras. Par ailleurs, à l'avant, donc là où vous avez la voile, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des cordes qui sont tendues un peu partout, à ces niveaux-là. Pourquoi ? Pour que vous puissiez toujours être accroché. Pour que vous puissiez vous tenir n'importe quand. Pourquoi ? Eh bien parce que si ça tangue et que vous ne vous tenez pas, vous allez partir par-dessus bord et il y aura un homme à la mer. Alors un homme à la mer, si c'est de nuit, vous êtes mort. Gilet de sauvetage ou pas, ça n'a aucune importance. Si vous passez par-dessus bord alors qu'il fait nuit, on ne vous retrouvera pas, vous êtes mort. Donc c'est mieux de se tenir. Et si jamais vous êtes en plein jour, vous pourriez croire, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais été sur ce type de bateau, vous pourriez croire, bon bah ça va, si on est en plein jour, ils vont nous voir, ils vont nous récupérer. Est-ce que vous savez combien de temps s'écoule avant qu'on ne puisse plus vous voir quand vous passez par-dessus bord ? En plein jour. Quelqu'un sait ? Ça se compte en minutes. 2 minutes. Si vous passez par-dessus bord en plein jour, au bout de 2 minutes, on ne vous voit plus, vous êtes mort. Raison pour laquelle une règle absolument sacrée à bord d'un voilier, c'est une main pour toi, t'en fais ce que tu veux, hein. Une main pour toi, une main pour le bateau. Tu dois toujours te tenir au bateau. Bien. Alors, l'eau potable, par ailleurs, est une ressource rare. Et donc, vous avez la surprise de découvrir, une fois que vous êtes à bord, que vous vous lavez à l'eau de mer. Ça pique. Vous faites votre lessive à l'eau de mer. Et vous faites la cuisine essentiellement à l'eau de mer. Ce qui a des avantages, hein, vous n'avez pas besoin de saler. J'entends Emilien se marrer. Il sait de quoi je parle. On a quelqu'un qui était à bord de la flotte et qui est dans la salle. Donc, vous avez aussi un autre problème à gérer, qui est celui du mal de mer. Ça fait rire ceux qui n'y ont pas été vraiment confrontés. Le mal de mer, nous, ça nous est arrivé tout de suite, parce qu'en mer, on avait des vagues, dès les premiers jours, on a eu des vagues d'1,50 m, 2 mètres. Donc quand vous êtes dans un bateau, ça veut dire que le plancher, il fait ça, et il fait ça, et il fait ça, et il fait ça, pendant toute la journée, et la nuit, et le lendemain. Résultat, on a à peu près un tiers de l'équipage à bord de l'Aurora qui, le premier jour, a vomi. On avait un seau spécialement pour ça, qui était un petit seau bleu, parce que vous ne savez jamais à quel moment ça va vous prendre. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu juste des nausées. Alors, pour toutes les femmes qui ont déjà eu des enfants, les nausées du matin, mais toute la journée. Bref, à 10 dans la surface de l'équivalent d'un studio étudiant, pendant 3 semaines, alors que vous ne vous connaissiez pas avant, et dans les circonstances que je viens de vous décrire, non, la croisière ne s'amusait pas. Alors, néanmoins, la flotte avance. La flotte avance. On est de la Sicile et on s'approche de la Crète, comme prévu.
Et alors qu'on s'approche de la crête, c'est là que les drones israéliens nous ont bombardés. Je ronfle en dormant. Et donc ce soir-là, j'ai pitié de Joe. J'ai décidé de dormir non pas dans notre cabine, mais dans le carré. Le carré, dans un voilier, c'est là que vous avez la kitchenette, la radio de bord, le VHF, et la table, c'est-à-dire l'endroit où on bouffe, on fait la cuisine, etc. Donc je me suis calé là du mieux que je peux pour dormir. Et alors que j'essaye de dormir de mon mieux, soudain, on entend une musique plutôt inattendue, et à fond. Et un peu comme dans ces films d'horreur où vous avez des objets qui sont possédés maléfiquement, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça se rééteint, 2-3 fois comme ça. Alors moi, dans les brumes de mon sommeil, je me dis, non sans une certaine agressivité, je vais retrouver le connard qui à bord a mis de la musique à fond, je vais me lever, je ne suis pas quelqu'un de violent, mais je vais le taper. Et là, en fait, ce que je n'avais pas compris à ce stade, c'est que l'équipage n'y était pour rien. ABBA était une référence à la Suède. Parce que Greta Thunberg est suédoise, parce que Greta Thunberg est à bord de la flotte, parce que Greta Thunberg est l'obsession de Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale. Et donc, ABBA qui se met à squatter la VHF de tous les bateaux en pleine nuit, c'est l'annonce par Tsahal qui vont nous attaquer. Une annonce sadique, si vous voulez mon avis, même si on est fan de ABBA, ce qui est mon cas à titre personnel. Et à un moment donné, on n'entend plus ABBA, mais par contre, ce qu'on entend, c'est tous les bateaux, tous nos bateaux, en train de dire à la radio, les uns après les autres, on voit des drones. On voit beaucoup de drones. Alors l'alerte drone est lancée, ce qui pour l'Aurora veut dire que Paolo se met à la barre, que Marco guette les drones, et que tous les autres, on est entassés dans le carré avec nos gilets de sauvetage, assis, sans lumière et interdiction de bouger. Les drones nous jettent des bombes aveuglantes, des bombes assourdissantes, et surtout, ils nous jettent des bombes incendiaires. Ils visent les mâts et les voiles. Autrement dit, Israël prend délibérément le risque, en explosant nos voiles, en explosant nos mâts, de blesser ou de tuer ceux qui se trouveraient à ce moment-là dans le cockpit, typiquement en train de naviguer. C'est une zone de guerre, il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes bombardés par les drones, nous sommes totalement sans armes, nous sommes totalement sans défense. L'Aurora n'est pas touché, mais le bateau à bâbord par rapport à nous et le bateau à tribord par rapport à nous sont tous les deux frappés. Au total, un quart de la flotte est frappé. Dans la VHF, Paolo hurle aux autres capitaines « Éteignez tous vos feux, sauf les feux de navigation, mais tout le reste, vous coupez !» Et tous les bateaux qui lui obéissent sont épargnés par les drones parce que les drones ne les voient pas. Ensuite, Paolo, toujours le même, hurle dans la VHF d'aller à fond, à toute vitesse, vers la crête, qui n'est pas si loin. Son idée, c'est que les eaux grecques, quand on sera dans les eaux territoriales grecques, peut-être qu'Israël va arrêter de nous bombarder. Et il avait raison. Il avait raison. On arrive dans les eaux grecques, crétoises, et le bombardement s'arrête. Paolo a sauvé la flotte ce soir-là, cette nuit-là. Au fait, si notre flotte humanitaire était totalement inutile, et si notre flotte ne servait à rien, c'est quand même le grand argument qui nous est objecté.
Pourquoi Israël s'est emmerdé à nous bombarder en plein milieu de la Méditerranée avec des drones? C'est quand même toute une logistique, vous me l'accorderez. C'est loin de chez eux. Pourquoi? Pourquoi s'emmerder à nous bombarder avec des drones si notre flotte ne servait à rien? Si elle n'avait aucune importance? La réponse est très simple, c'est que si on n'arrive pas à nous effrayer, et si jamais on finit par passer, alors on n'apporte pas grand-chose, c'est vrai, mais on apporte quelque chose. Et donc si on y arrive, le blocus, il est pacifiquement brisé. Que croyez-vous qu'il arrivera le lendemain? Des bateaux d'ONG du monde entier vont prendre la mer à leur tour. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça qui est en train de se jouer. C'est pour ça qu'on est bombardé. Pas pour nous, mais parce qu'on agit comme avant-garde pour tous les autres. C'est ça l'enjeu. Alors, on s'installe au large d'une petite île de pierre qui se trouve au sud-est de la Crète. On fait des réparations, évidemment, mais on doit aussi gérer une grosse vague de départ. Il y en a un certain nombre qui disent non, moi, après ça, je préfère m'en aller. Bon. Sur 400 volontaires humanitaires, on en a 100 qui s'en vont. Et parmi eux, coup de tonnerre à bord de l'Aurora, il y a Paolo, notre capitaine. Notre propre capitaine se barre. Il nous explique que, comme il estime ne plus pouvoir du tout garantir notre sécurité après ce qui vient de se passer, il estime ne pas pouvoir rester en tant que capitaine, et donc il s'en va. Je ne vous cache pas que c'est un gros coup dur pour le moral des troupes. Et je vous avoue que quelqu'un comme Sazou, la femme fleur, la femme enfant, honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit la première à plier les Gaules. Et sauf que c'est notre capitaine qui se barre le premier. Et quand on fait le tour du reste de l'équipage, quand c'est le tour de Sazou, elle n'a dit que 2 mots. Je reste. En fait, dans un collectif qui s'engage pour une cause importante, c'est toujours la même chose. À un moment donné, ça va devenir dangereux. Et à ce moment-là, il y en a qui partent, et il y en a qui restent. C'est comme ça. Il y en a aussi qui arrivent en renfort. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui sont arrivés directement en Crète pour remplacer ceux qui étaient partis. Après les bombardements, ils ont dit « Ok, moi je viens ». Et là-dessus, je dois dire que nous, à bord de l'Aurora, on a eu une très bonne pioche. Dans le grand redéploiement de tout le monde dans tous les bateaux, on a eu Carles. Carles, donc il faut imaginer un skipper catalan, visage buriné, barbe blanche en bataille, en train de se rouler des clopes à la chaîne et en train de baragouiner un mélange assez particulier de catalan et d'anglais, mais surtout 30 ans d'expérience comme skipper. C'est pas mal. Et puis il y avait Irénée, une italienne dont le métier consiste à barrer des bateaux pour MSF pour aller récupérer des naufragés qui sont des réfugiés en Méditerranée. Autrement dit, on a récupéré 2 capitaines pour le prix d'un, c'est pas mal. En plus de ça, on a eu aussi Marita, une Chilienne qui est la fille d'un révolutionnaire qui a été assassiné pendant les premiers mois de la dictature de Pinochet et de la grossesse de sa mère, donc elle ne l'a jamais connue. Et elle m'a dit, je m'embarque pour Gaza parce qu'en venant avec la flotte, je suis fidèle à la mémoire de mon père. Il y avait Gonzalo, un Argentin, un jeune Argentin. Lui, il était à bord d'un autre bateau qui s'appelle le Taiguete, dont la voile a été explosée par les drones et qui tenait vraiment absolument à continuer. Et donc ce qu'il a fait, il ne s'est pas emmerdé. Pendant qu'il y avait les réparations, il s'est mis au bord du bateau, le Taiguete, donc il a plongé. Il a nagé jusqu'à l'Aurora, il a grimpé sur l'Aurora, il nous a demandé s'il pouvait rester. Et il est resté avec nous. Il y avait aussi Olfa, tunisienne. Alors elle, c'est un cas un peu particulier puisqu'elle nous a rejoints en tant que naufragée. Son bateau avait coulé, donc on l'a récupéré. Je ne vous cache pas qu'à titre individuel, d'un point de vue existentiel et pour ne pas dire existentialiste, il y a eu vraiment un avant et un après le bombardement des drones dans ma vie. Avant, je savais ce que c'était intellectuellement le concept de camaraderie. Je le savais d'un point de vue théorique. Je ne l'avais jamais vraiment ressenti dans mes tripes. Là,
pendant l'attaque des drones, et surtout en y repensant après l'attaque des drones, là, je l'avais vraiment ressenti dans mes tripes. Avoir des camarades, être un camarade. Pourquoi ? Parce qu'on avait bombardé mes camarades. La vraie camaraderie, elle naît dans l'épreuve commune. Et elle ne naît que dans l'épreuve commune. Vous savez, on vit ensemble, on meurt ensemble. Ça ne devrait pas être un slogan de foot. Hein. Résumons, si vous le voulez bien. On vient de se faire bombarder la gueule par des drones israéliens. On a un quart des volontaires humanitaires qui ont foutu le camp. On s'apprête à reprendre la mer et on va probablement se faire rebombarder la gueule. Et là, surprise, notre navire amiral, un gros bateau à moteur qui s'appelle le Family, est capoute. Quand je vous dis qu'il est capoute, c'est moteur capoute, réservoir capoute, électricité capoute. Les trois en même temps, sabotage. Parallèlement, on a tous, à bord de l'Aurora, mais dans tous les autres bateaux, c'est pareil, il y a eu les mêmes discussions. Ceux qui sont restés, ceux qui sont venus en renfort, on était tous arrivés à la même conclusion, qui était que quand on va reprendre la mer, c'est très probable qu'on se fasse rebombarder. Et cette fois-ci, il y aura probablement des morts. Il y aura probablement des morts parce qu'à chaque étape, on voit bien qu'Israël aggrave ses attaques. Et ceux qui sont restés, ceux qui sont venus en renfort, on a tous accepté ce risque en connaissance de cause. Pour la cause, justement. Quelqu'un pense encore que c'était une croisière ? Sur une note plus positive, les dockers italiens ont été fantastiques. Ils ont été fantastiques parce que déjà, pendant l'entraînement, quand on était donc en Sicile, ils avaient alerté, ils avaient prévenu le gouvernement de Meloni. Ils lui avaient dit « Tu touches à la flotte en Sicile, on te bloque tous les ports. » Sympa. Plus tard, après qu'on a été bombardé par les drones, il y a eu, au-delà des dockers, il y a eu des grèves de blocage et des manifestations dans toute l'Italie. Dans toute l'Italie. Pour exiger, tenez-vous bien, ça va vous paraître incroyable comme motif, pour exiger que le gouvernement italien envoie la marine nous escorter. Sympa. Bon. Et du coup, Meloni, pour que les grèves de blocage s'arrêtent, a envoyé une frégate, donc un navire militaire, a envoyé une frégate italienne pour nous escorter. Et l'Espagne a fait pareil. Pourquoi l'Espagne a fait pareil ? Parce que, si vous voulez, la population espagnole est tellement pro-palestinienne que si Madrid n'avait pas bougé, ils auraient pris au minimum des grosses manifs, voire davantage. Et donc on se retrouve escorté, quand on part de la Crète, direction Gaza, on est escorté par une frégate espagnole et une frégate italienne. Et une frégate turque, mais ils nous ont dit de ne pas le dire. Alors, on sait que les Palestiniens de Gaza nous attendent. On le sait parce qu'ils nous l'ont dit. Sur Instagram, on a vu une vidéo d'une gamine de 6-7 ans à Gaza qui nous dit merci de faire tout ça, qui nous dit avec ses mots d'enfant, qui nous dit merci de faire tout ça, qui nous dit qu'ils nous attendent, que c'est important, qu'ils sont très contents qu'on arrive, qui nous encouragent. Alors moi, je lui ai répondu sur Insta. Je lui ai répondu, on arrive. Parce que vous comprenez, je voulais tellement qu'on arrive. Il y a une autre vidéo où on voit des Palestiniens de Gaza en train de sculpter dans le sable avec des lettres énormes un message à notre attention. Et ce message, gravé dans le sable, c'est « Welcome to Gaza ».
Quand on a vu ça, honnêtement, on a été plusieurs sur l'Aurora, moi inclus, on a chialé. On a à bord un sentiment d'urgence. On a un sentiment d'urgence parce que pendant qu'on avance de notre mieux avec, vous avez pu le constater, certaines difficultés, pendant ce temps-là, l'armée israélienne est en train de bombarder Gaza avec une intensité encore plus épouvantable qu'avant. Et pendant qu'on fait notre traversée en mer, l'armée israélienne a commencé à envahir Gaza. Et donc nous, on se dit, et je vous avoue que c'est vraiment un truc abominable, c'est-à-dire que chaque jour, chaque matin, on se réveille en se disant, à bord du bateau, mais si ça se trouve, quand on va arriver, il sera trop tard. Si ça se trouve, quand on va arriver, il n'y aura plus de Palestiniens de Gaza à sauver, parce qu'ils auront fini d'être écrasés sous la famine et sous les bombes. Parce que quand on va arriver, si on arrive au port de Gaza, le port de Gaza, il sera occupé par l'armée israélienne. Et donc on avance avec un mélange d'angoisse et de début de panique. Donc on a vraiment une boule au ventre, mais on continue, on avance. Et là, coup de théâtre, encore un. Pour la première fois depuis qu'il y a des flottilles pour Gaza, Israël nous fait publiquement l'offre suivante. Prendre en charge la totalité de notre cargaison humanitaire et la livrer eux-mêmes à Gaza en notre nom. À une condition, hein. Vous arrêtez la flotte tout de suite et vous rentrez chez vous. On a refusé. On a refusé parce que notre but n'est pas qu'Israël nous serve de livreur Amazon à l'occasion. Notre but, je vous le rappelle, pour ceux qui sont arrivés en retard, notre but, c'est de briser pacifiquement et définitivement le blocus de Gaza. Donc il ne s'agit pas de prendre notre cargaison pour la livrer en notre nom, il s'agirait de nous laisser passer, conformément au droit international qui dit qu'il faut nous laisser passer. Alors j'en ai entendu dire, je fais une parenthèse, mais vous saviez que vous allez vous faire intercepter. Donc quelque part, vous n'auriez pas dû y aller, vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même. Oui, bien sûr, et si elle a été violée à 11h du soir, c'est parce que sa jupe était trop courte. Alors, on a tous la carte en tête. On se sent beaucoup plus seul d'un coup, parce que autant quand on avait les frégates, on était content, autant là, à partir du moment où on a dit on refuse l'offre, les frégates ont pris ça immédiatement comme prétexte pour foutre le camp en nous disant vous n'êtes pas raisonnable. Donc ça y est, on est à nouveau tout seul. Ça veut dire que dans les derniers kilomètres, nous allons affronter Israël seuls. Quand je dis on a tous la carte en tête, c'est que nous, on est là. Là, c'est le point où le Madeleine a été kidnappé par l'armée israélienne dans les eaux internationales. Hein, vous savez que c'est leur truc. Donc, on passe. On est content, hein, on passe. On passe un peu comme ça, hein, bon, mais on passe. Là, c'est le point où le Handala a été intercepté, kidnappé. On va passer cette nuit vers minuit 1h. Et là, c'est la côte de Gaza. Et on va arriver demain en fin de matinée. Les heures passent. La nuit tombe. Carles me dit qu'à son avis, le kidnapping, c'est pour cette nuit. Et là, en milieu de soirée, notre nouveau navire amiral, l'Alma, nous dit sur la VHF, nous annonce à tous que devant lui, la marine militaire israélienne est en train de se déployer. C'est pour ce soir. Les navires militaires israéliens nous encerclent. Ils font un bruit métallique, caverneux, sinistre, très différent du bruit des moteurs de bateaux normaux. Ils nous encerclent, ils font des cercles autour de nous, littéralement. Ils font des cercles autour de nous
comme des squales autour des nageurs. Et ils commencent à nous aborder les uns après les autres, comme des squales qui boufferaient les nageurs les uns après les autres. Arrive le tour de l'Aurora. Alors on applique la procédure. La procédure, c'est qu'on s'entasse tous dans le cockpit, assis, bien sagement, avec nos gilets de sauvetage et les mains en l'air pour ne pas se faire descendre. Sauf moi. Moi, je suis resté à l'intérieur du carré, parce que je suis au téléphone avec un journaliste du Monde, pour lui raconter, en direct, notre kidnapping par Tsahal, puisque vous savez bien que tout ce qui n'est pas médiatisé n'existe pas. Donc, je lui raconte, en direct. Et à un moment donné, j'ai plus personne au téléphone. Bah oui, parce que les militaires arrivent. Alors on se dépêche de jeter nos téléphones par-dessus bord. Et là, moi, dans le carré, je vois soudain par les hublots, juste après un sérieux tangage, je vois prendre pied sur le pont par les hublots les grosses godasses militaires, avec les jambes en treillis. Et ils avancent, ils courent sur notre pont. On est abordé par les soldats. Alors, je mets les mains en l'air, enfin, je me prépare à mettre les mains en l'air, sinon je vais me casser la gueule. Je monte la petite volée de marche pour rejoindre le cockpit, et à ce moment-là, je ne vous cache pas que je rentre les épaules, parce que je me dis, quand ils vont me voir sortir comme ça à l'improviste à la dernière minute, je vais peut-être me prendre une balle. Alors non. Non. Par contre, les soldats nous tiennent en joue, avec leurs mitraillettes. Alors, quand vous avez la mitraillette d'un soldat israélien pointée sur votre crâne, dans tout l'univers, la seule chose que vous voyez, c'est l'œil rond, noir et mort de l'intérieur du canon. Vraiment, tout le reste n'existe pas. C'est très particulier comme sensation, et c'est totalement terrifiant, car voyez-vous, ce que vous voyez là, juste en face de, juste à côté de vous, c'est le regard de la mort. Vous voyez le regard de la mort. C'est vraiment terrifiant. Alors imaginez être un Palestinien à Gaza maintenant, qui sait avec une certitude absolue qu'il peut se faire descendre n'importe quand. À bord du bateau, ils nous confisquent nos passeports. C'est la première chose qu'ils font. C'est la première chose qu'ils font, ce qui veut dire qu'ils viennent d'arriver, déjà tu n'as plus aucun droit, puisque tu n'as plus tes papiers. Et ensuite, ils mettent le cap sur le port d'Ashdod. Alors avant d'arriver à Ashdod, je voudrais faire une parenthèse. Tsahal, armée super méga efficace de la mort qui tue, c'est du gros mytho. Je vous le dis parce que moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu déjà, c'est que manifestement, les soldats n'avaient pas d'instructions claires sur comment nous traiter quand ils nous abordent, puisque certains bateaux ont été très bien traités, très poliment. D'autres bateaux, les soldats les ont entassés à l'extérieur, sur le pont, à côté de la voile, en plein cagnard, puisque la traversée s'est faite à ce moment-là pendant le matin, et à les laisser cuire exprès. Certains soldats étaient tellement incompétents, pardon de le dire, qu'en fait, ils se sont cassés la gueule. Ils se sont cassés la gueule au moment où ils allaient nous aborder. Ils sont tombés à la mer. C'était gênant. Certains, par ailleurs, si les navires ont fait des ronds dans l'eau aussi longtemps avant de nous aborder, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'instructions claires sur quel bateau aborder et dans quel ordre. Moralité de Tsahal, à part quelques unités, c'est vrai, d'élite, à part quelques unités d'ultra-élite, Tsahal en général, c'est juste un gigantesque bordel, mais par contre avec les moyens militaires des Américains. Et pardon de vous le dire, mais être super fort avec les moyens militaires des Américains, n'importe quel crétin en est capable, en fait. Alors, en arrivant au port d'Ashdod, nous passons des mains des incompétents, les soldats, aux mains des brutes.
les hommes en uniforme noir de Ben Gvir. Ben Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, vous vous souvenez, hein, celui qui est obsédé par Greta Thunberg, et dans le gouvernement, celui qui appelle ouvertement à génocider les Palestiniens. À la seconde où nous mettons le pied sur le quai d'Ashdod, il se passe immédiatement deux choses. La première, c'est qu'au moment où vous arrivez, il y a un soldat qui vous tend la main pour vous aider à monter, et il y a un photographe militaire qui prend la photo à ce moment-là. Et juste après, vous avez deux hommes en noir de Ben Gvir qui vous font une clé de bras chacun. Là, par contre, il n'y a pas de photo. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'au moindre faux mouvement, vous allez vous péter le bras. Et vous avancez comme ça. J'oppose aucune résistance. On n'en a rien à foutre. Voilà, bon, ok. Sachant que le seul qui s'est fait péter le bras, c'est un arabe. C'est un hasard. Non, mais soyez pas mauvais esprit. Et donc, il nous entasse sur un quai en bitume brûlant. Et là, excusez-moi. Et là, il nous force à nous prosterner. Main au sol, avant-bras au sol, genoux au sol, comme ça, devant le drapeau israélien. On vient d'arriver, hein, c'est la première chose qu'ils font. Et là, je ne vous cache pas que j'ai un conflit intérieur extrêmement fort. Parce qu'il y a une partie de moi qui se dit, pendant qu'on est prosterné comme ça devant le drapeau, il y a une partie de moi qui se dit « Ne fais pas d'histoire, si tu fais le con, tu vas te prendre une balle. » Et j'ai devant les yeux, je ne savais pas que c'était possible avant, maintenant je le sais, j'ai autre chose, je vois devant mes yeux autre chose que ce qui est réellement devant mes yeux. Ce que je vois, moi, c'est le visage de ma fille de 4 ans, au moment où je me dis « Ne fais pas le con ». Oui, mais au même moment, il y a une autre partie de moi qui est en train de m'échapper et qui, elle, dit « Il est hors de question que tu te laisses humilier de la sorte, debout !» Et il y a ce conflit. Et pendant ce conflit-là, malgré moi, je suis en train de me redresser. Donc j'en suis à peu près là, en termes de redressement. Et là, derrière moi, juste là, il y a Carles qui me dit dans un souffle « Thomas, non !» Alors je m'arrête. Pendant ce temps, il y a un officier des hommes en uniforme noir de Ben Gvir qui est en train de circuler dans les rangées pour repérer le moindre symbole palestinien que nous porterions pour nous forcer à les enlever. Et il s'arrête à ma hauteur, parmi d'autres, parce que, voyez-vous, je porte un bracelet que j'ai taillé dans un kéfier palestinien et j'ai fait tout le trajet avec. Alors il s'arrête juste en face de moi, comme ça. Take it off. Enlève ça. Non. Je le dis les yeux baissés parce qu'on nous a formés à ne surtout pas les regarder dans les yeux, sinon vous risquez de vous faire casser la gueule. Alors ça n'a pas changé grand-chose à cet égard, mais c'était les consignes. Non. Alors lui, étonné. No. I will not take it off willingly. If you want to take it off, you have to do it yourself. C'est sorti tout seul. Je ne l'enlèverai pas volontairement. Si vous voulez l'enlever, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Alors, excusez-moi, je tremble un peu. Alors, il m'a frappé plusieurs fois au visage. Il a sorti son couteau. Il a arraché le bracelet. Il m'a attrapé par le haut du t-shirt. Il m'a traîné sur plusieurs mètres. Et il m'a jeté comme on jette un sac poubelle. À ce moment-là, voyez-vous, résister était la bonne décision. Pourquoi ? Parce que tu refuses de renier les symboles de la cause. Car, voyez-vous, quand vous reniez les symboles de la cause, ça veut dire que la cause ne vaut rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils insistent tellement pour que tu la renies, la cause. Sur le même quai, il y avait Greta Thunberg. Et les hommes en noir l'ont enveloppée de force dans un drapeau israélien.
Je vous rappelle qu'elle a 22 ans, la gamine. Comme un trophée de chasse, à l'attention de Ben Gvir, qui est arrivé. Manifestement, c'est une opération de propagande photo, pour ne pas dire de safari photo. Et soudain, à ce moment-là, il y a un activiste tunisien qui s'appelle Mouheb, qui sort de sous son t-shirt quelque chose qu'il avait planqué jusque-là. C'est un énorme drapeau palestinien. Et il le déploie, comme des ailes, sous le nez de Ben Gvir. Merci pour lui. Il le déploie, et là, l'opération média, elle est un peu foutue, si vous voulez. Résultat, Ben Gvir se casse, furieux, et Mouhab se fait casser la gueule pendant une bonne vingtaine de minutes. Ah bah oui, la désobéissance civile, la résistance en général, ça a un coût. Ça a un coût physiquement. Et la question que tu dois te poser quand tu t'engages, c'est toujours, es-tu prêt à payer ce prix physiquement? Et c'est toujours ça, au bout du compte, la question qui se pose, que tu dois te poser quand tu t'engages. Parce que si tu ne te poses pas cette question se posera à toi de toute façon. Elle s'en chargera. Je parle en connaissance de cause. Alors, après le quai, on nous fait passer un circuit administratif. Le circuit administratif consiste à nous présenter 4 ou 5 fois un papier à signer. Vous vous souvenez? Les aveux. Je suis entré illégalement en Israël, je suis coupable, je suis archi-coupable, mea culpa, mea maxima culpa, pour ceux qui ont fait du latin. Bon. Il ne nous demande pas si on veut signer. Hein. Ce n'est pas la question qu'il pose. Il nous pose la question, très aimablement, très poliment. Do you want to go home? You want to go home? Signe. Signe là. Signe là, tu pars tout de suite. Si tu ne signes pas, on ne sait pas. En droit, ça s'appelle une extorsion d'aveu. Alors, je fais partie des gens qui répondent systématiquement « I will not sign anything ». Je ne signerai rien du tout. Mais à ce moment-là, il y a des rumeurs insistantes comme quoi Ben Gvir a l'intention de nous envoyer dans la pire prison israélienne possible, le Guantanamo israélien. Il y a des rumeurs comme quoi il nous garderait pas 4-5 jours, non, 1 mois, 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être inculpation de terrorisme, on ne sait pas. Alors il y en a qui signent. Ne les jugez pas. Ne les jugez pas parce que vous ne savez pas ce que vous auriez fait à leur place à ce moment-là. Ils nous font nous mettre à poil. Tout le monde. Donc vous êtes nus face à ces gens. Si vous avez des bijoux, ils vous les enlèvent aussi. Moi, ils m'ont pris mon alliance. Et je ne l'ai jamais revue. Donc quand j'entends armer la plus morale du monde, si vous voulez, je suis dubitatif. Ils nous font mettre à tous la même tenue. T-shirt blanc, jogging gris, sandales bleu marine. Notre uniforme de prisonnier, c'est le vrai. Le même uniforme que celui des prisonniers palestiniens. Alors, ensuite, ils nous embarquent dans des paniers à salade. Vous savez, comme dans les films, ces fourgons policiers. Et là, les fourgons policiers, au moment... Moi, quand on m'a fait monter là-dedans, j'ai vraiment eu un mouvement de recul instinctif au moment où on allait me mettre là-dedans, parce que là, tu comprends. Quand je vous dis que c'est dans un film, c'est pas dans un film quand c'est à toi que ça arrive. C'est-à-dire que tu sens vraiment physiquement que là tu es prisonnier.
Et c'est une sensation étouffante. 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 Surtout quand, une fois que tu es rentré, il ferme la porte derrière toi et tu as le clac du cadenas. Et là, tu comprends. Là, tu comprends, tu ressens dans ta chair que tu es leur prisonnier, que tu n'as absolument aucun droit, que tu es totalement en leur pouvoir, que tu ne sais pas quand tu vas sortir et que tu ne sais même pas si tu vas sortir. Tu ne sais pas. Et la meilleure preuve que tu n'as aucun droit, c'est qu'à peine le fourgon fermait, les fourgons, parce que c'était pareil dans tous les fourgons, la chaleur monte vachement vite. Et assez rapidement, on se retrouve avec une température largement au-dessus des 40 degrés. C'est fait exprès. On étouffe, on suffoque. On prend peur, hein, je ne vous le cache pas, on prend peur. Mais ensuite, la température change radicalement puisqu'il fait d'un coup très 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 froid. Mais quand je vous parle d'une température de chambre froide. Et il fait tellement froid en fait qu'on se serre les uns contre les autres pour se tenir chaud. Et il y a plusieurs heures de trajet comme ça. Plusieurs heures de trajet car il nous emmène à Ketziot. Le camp de Ketziot est surnommé par les Israéliens eux-mêmes le Guantanamo israélien. C'est ce qu'ils ont de pire. C'est un immense complexe carcéral, 500 000 m² de mémoire. C'est là qu'ils mettent les Palestiniens qui se font rafler. Pas de jugement, hein, pourquoi s'emmerder. Pas de jugement pour nous non plus d'ailleurs. C'est dans le désert du Negev, Nakab en arabe, c'est le désert de la Bible. Ce qui est ironique. On arrive en pleine nuit. Pardonnez-moi, parfois c'est parce que je vois ce que je vous raconte en même temps. Enfin, je le revois. Ils séparent les hommes des femmes. Ils nous mettent dans une grande cage. J'ai bien dit une cage, hein, comme pour des animaux. Ils nous entassent. Arrive à nouveau Ben Gvir, entouré d'un troupeau de micros et de caméras. Et là, moi, honnêtement, en le voyant à peine quelques mètres, je m'attendais à être impressionné. Et en fait, non, vraiment pas. Vraiment pas, parce que quand vous le voyez vraiment de près à quelques mètres, ce que j'ai vu, moi, c'est une boule de haine pure, un peu comme Eric Cartman dans South Park, pour ceux qui connaissent. Et il a commencé à éructer devant les caméras qu'on était des terroristes et des tueurs de bébés. Et ça ne manque pas de sel, voyez-vous, parce que moi, je n'ai jamais été membre d'une organisation terroriste de toute ma vie. Ben Gvir, si. Ben Gvir, il a été membre de l'organisation Cash, qui est une organisation terroriste selon les autorités israéliennes. Renseignez-vous. Et puis, tueur de bébés, attends, moi, j'ai jamais tué de bébé de toute ma vie. Le gouvernement auquel Ben Gvir appartient, si, en abondance. Mais c'est vrai que ce sont des bébés palestiniens, donc je ne sais pas si ça compte. Alors Ben Gvir fait son cirque devant les caméras, et à ce moment-là, vous allez voir qu'il n'a pas de chance. Devinez. Eh oui, il y a l'un d'entre nous qui s'est mis à chanter « Free, Free Palestine » devant les caméras. Oui, nous sommes taquins. Et évidemment, comme nous, on est bon esprit, on l'a chanté avec lui après, tout son cœur. Et donc l'opération médiatique de Ben Gvir, elle était refoutue, et donc Ben Gvir, il est reparti furieux. Ben Gvir est pour moi, dans mon vécu, Ben Gvir est un running gag ambulant, si vous voulez. Et, par contre, celui qui a commencé le slogan en premier, bien évidemment, il s'est fait casser la gueule à son tour pendant une bonne vingtaine de minutes. Je vous ai dit, le prix à payer. Ensuite, on nous entasse par paquet de 12 dans des cellules pour 6. Aucune promenade. On reste jour et nuit dans nos cellules surpeuplées. Aucune douche, donc on reste à macérer dans notre sueur.
Je vous rappelle qu'on est dans le désert. Mais le plus dur, pour être franc avec vous, le plus dur, c'est, moi en ce qui me concerne, c'est psychologiquement, c'est que chaque nuit, pendant plusieurs heures, il m'est totalement impossible de dormir. Je pense à ma fille de 4 ans. Je sais avec une certitude absolue que je ne pourrai pas la serrer dans mes bras cette nuit, parce que je suis en tôle, en plein désert du Negev, dans l'autre bout de la Méditerranée. Et cette certitude absolue de ne pas pouvoir prendre ma fille dans mes bras cette nuit, elle est atroce. C'est une amputation du cœur. Dans ma cellule, il y a le fameux Mouhab, mon frère. Alors Mouhab, il passe son temps collé à la grille, il faut le dire, il ne m'en voudra pas de le balancer là-dessus parce qu'il en est fier, il insultait beaucoup les geôliers. Avec un vocabulaire très créatif. Ce qui n'est pas sans poésie. Et il chantait des slogans, Free Palestine, enfin voilà, tout le catalogue. Essentiellement pour le montrer qu'alors qu'il s'était fait casser la gueule, il restait debout et il n'avait pas peur d'eux. Donc ça, c'était Mouhab. Vous aviez dans la même cellule aussi Rémi, ancien maire de Genève, qui lui nous disait, les gars, il a vraiment beaucoup de bouteilles sur les engagements. Il militait déjà contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, il nous disait, les gars, il faut se mettre en danger quand c'est utile pour la cause. Là, maintenant, ce qui est utile, c'est de rester en bonne santé, de sortir de prison pour pouvoir continuer la lutte. Ce qui se défend. Et puis on avait un, c'était un médecin suédois, qui lui nous disait, écoutez les gars, moi je ne suis pas du tout un activiste, du tout. Je suis médecin. Je suis venu pour soigner des Palestiniens. Donc là, on est en tôle. Tout ce que je veux, c'est sortir de tôle et rentrer à la maison. Et puis il y avait moi. Il y avait moi qui ramassais des cailloux pour pouvoir graver sur les murs de notre cellule Free Palestine et Stop Genocide. J'ai appris par la suite que dans toutes nos cellules, il y en avait au moins un qui le faisait. On ne s'est pas concerté. Et vous savez, depuis la nuit des temps, les Palestiniens, lapsus, les prisonniers, comme si c'était un synonyme, mais c'est pas faux. Depuis la nuit des temps, les prisonniers ont toujours gravé des trucs sur les murs de leur prison, de leur cellule de prison. Maintenant, je sais pourquoi, après l'avoir vécu. D'abord, c'est pour s'occuper l'esprit. Parce que si tu ne t'occupes pas l'esprit à faire un truc, tu vas devenir fou. C'est par défi, c'est par dignité, et c'est aussi pour laisser un message aux prisonniers suivants. Et ce message, c'est « Tiens bon camarade, tu n'es pas seul ». La tension dans ma cellule monte de plus en plus entre prisonniers. Car voyez-vous, il y a ceux qui veulent continuer à chanter Bella Ciao, continuer à chanter l'Internationale en arabe, continuer à chanter Free Palestine, continuer à lancer des slogans aux barrières, continuer à taper. Il y en a un, il était sur le Madeleine, lui il a dit, moi je m'en fous, il y a une vitre, je pète la vitre. Et il l'a fait, on s'est foutu de sa gueule tout le temps, dès qu'on voyait une vitre, on disait calme-toi. Et on a continué comme ça, il y en a qui continuaient comme ça, et puis on avait dans la même cellule donc qui était là, non mais les gars, on évite les provocations et on attend de sortir dans le calme. Et c'était vraiment de plus en plus conflictuel, ça s'engueulait. Alors j'ai fait de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que je me suis assis par terre au milieu de la cellule, et je leur ai dit, les gars, ce qui est très important, quelle que soit la position qu'on prend, ce qui est très important, c'est qu'on reste unis, totalement soudés. Donc on va discuter de ce qu'on fait, on va trouver une position commune et on va s'y tenir. Et j'ai improvisé un débat, alors pour ceux qui connaissent mon parcours, vous allez rire, je me suis retrouvé à faire un peu comme un modérateur de plateau télé. C'est-à-dire que j'ai dit, oui, alors dis-nous, toi t'en penses quoi ? Ben moi je pense que nanana, oui, ok, d'accord, non, attends, laisse-le finir, oui, vas-y, à toi, oui, ok, tu voulais ajouter quelque chose ? Et on a fait comme ça pendant un peu moins d'1 heure.
Tout le monde a donné son avis. Et à la fin, la position commune qu'on a eue, c'est foutre le bordel, d'accord, mais à condition que ce soit au service de revendications concrètes et tout de suite. Pas des slogans généraux, non, non, des trucs concrets. Et la nature est bien faite, parfois, au moment où nous, on arrive à ce consensus dans notre cellule, on a des détenus d'autres cellules qui se mettent à gueuler que dans la 16 et la 17, il y a 2 diabétiques à qui on refuse leur insuline et qui sont donc en danger de mort. Et du coup, dans ma cellule, tout le monde, comme un seul homme, se masse à la grille, et tous les détenus de toutes les cellules se massent à toutes les grilles et se mettent à gueuler tous en chœur pendant plusieurs heures. Insulin for 16 and 17. Insuline pour la 16 et la 17. Et on a gueulé comme ça encore et encore jusqu'à ce que les geôliers donnent cette putain d'insuline à nos 2 diabétiques. Et ils ont fini par le faire. C'était une émeute de tous les détenus pour les 2 plus fragiles d'entre nous. Et c'était magnifique. Merci, merci pour eux. Merci pour eux. Alors, dans le comportement de nos geôliers, je n'ai pas vu de judaïsme. Ce que j'ai vu, c'est du racisme. Les prisonniers les mieux traités, c'était les Blancs. Tout en bas, vous aviez les Arabes, qui étaient traités comme de la merde. Si vous étiez blanc, pour vous faire taper, il fallait au minimum avoir désobéi. Je sais de quoi je parle. Si vous étiez arabe, le simple fait d'être arabe était un motif suffisant pour vous faire frapper. Et entre ces 2 extrêmes, vous aviez tous les autres. Par exemple, les Malaisiens, ils n'étaient pas aussi bien traités que les Blancs, mais ils étaient quand même mieux traités que des Arabes. En parlant de la façon dont nous étions traités, nous avons été torturés. La torture, en droit international, c'est tout traitement cruel, inhumain, dégradant. Ils nous ont laissés dans des cellules surpeuplées exprès sans nous laisser sortir, en plein désert. Ils nous ont refusé les médicaments. Je vous parlais des diabétiques, mais en fait, ils nous ont refusé tous les médicaments, pour tout le monde. Ils nous ont torturés par privation de sommeil, c'est-à-dire qu'ils revenaient toutes les 2 heures pendant la nuit pour allumer la lumière, le temps de nous réveiller. Ensuite, ils repartaient, ils refaisaient ça toutes les 2 heures. Ils ont fait le tour des cellules avec des chiens. Et quand ils faisaient le tour des cellules aussi, dans le dos des gardiens, il y avait un mec en tenue de combat, avec une cagoule, et qui braquait sa mitraillette sur nous. Tout ça, en droit international, physiquement, psychologiquement, tout ça, c'est de la torture. Quand c'est les Palestiniens, les chiens, ils les lâchent. Les mitraillettes, ils tirent avec. Ce à quoi nous avons été confrontés, ce sont les mêmes bourreaux, mais qui se retenaient difficilement de nous traiter comme des Palestiniens. Dans le bloc des femmes, nos camarades ont vu dans la cour une trace de main ensanglantée, sans doute un oubli de nettoyage. Certaines ont vu dans leurs cellules sur les murs des impacts de balles. Et toutes ont vu déployer à leur attention une grande affiche photographique des ruines de Gaza avec marqué en lettres énormes, pour titre, « The New Gaza ». Quand je vous parle de toutes ces méthodes, tout ça est documenté, lisez Amnesty. Par ailleurs, la prison, en plus de tout ça, c'était un gigantesque bordel.
Les geôliers passaient leur temps à attendre un ordre, qui attendait un papier, qui attendait la signature d'un mec, qui n'était pas là. Et donc ils passaient leur temps à s'engueuler entre eux sous nos yeux. Et ils finissaient par prendre des décisions, ils finissaient par faire des trucs au fil du processus de leurs engueulades. Autrement dit, là, j'ai fini d'être convaincu que Israël, machine super efficace, c'est vraiment du gros mytho, hein, en fait. Pendant ce temps, la famine continuait à Gaza. Raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, la majorité en fait, avons décidé de faire une grève de la faim pendant toute la durée de notre emprisonnement. Il était hors de question pour nous d'accepter la nourriture d'Israël aussi longtemps qu'Israël refuserait la nourriture aux Palestiniens de Gaza. Et puis, la grève de la faim, tactiquement, c'est intéressant parce que ça introduit un compte à rebours. Si vous ne sortez pas dans un mois, vous allez mourir. Et pour Israël et pour votre pays d'origine, ça, c'est un gros problème. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Israël déploie des efforts de propagande énormes pour ridiculiser les grèves de la faim, notamment sur le thème du sandwich. Mais si les grèves de la faim étaient vraiment ridicules, pourquoi Israël dépense de tels efforts lourdingues de communication pour essayer de nous en convaincre? Mais ce qui les terrifie encore plus, voyez-vous, c'est la grève de la soif. Parce que la grève de la soif, en 3-4 jours, vous pouvez mourir. Alors, vous pourriez me poser la question, j'en conviens, mais Thomas, dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas fait une grève de la soif? Eh bien, j'y ai pensé, mais j'étais convaincu que la France ne bougerait pas assez vite pour me sortir de là, et que donc, si j'avais compté sur la France pour me sortir de prison en grève de la soif, je serais mort. Autant le consul de France en Israël, Mathieu Clouvel, s'est battu comme un lion pour nous tous les jours, autant le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères même, lui-même, a dit « on leur avait dit que c'était dangereux ». Bah oui, notre jupe était trop courte, on est désolé, c'est notre faute. Hein. Voilà. Je ne vous cache pas qu'au 4e jour de grève de la faim, je me suis vraiment fait peur, parce que j'arrivais même plus à sortir pas du lit, mais de cette espèce de truc là qui nous servait de lit, par terre. Alors, pendant ce temps, il y avait des grèves et des manifs sur les 5 continents pour exiger notre libération. Et notamment en Grèce. En Grèce, le peuple grec a occupé pendant 3 jours et 3 nuits la place du ministère des Affaires étrangères. Et au bout de 3 jours, 3 nuits, le ministre a dit « Ok, c'est bon, j'envoie un avion ». Moralité. Concernant la cause palestinienne, si on y réfléchit, c'est toujours la même chose. Pour que les gouvernements bougent, il faut que les peuples bougent. Et si les peuples ne bougent pas, les gouvernements ne bougent pas. Une remarque, quand c'est des Européens, 4 jours dans leur Guantanamo local, et il y a une mobilisation internationale massive. Quand c'est des Palestiniens, il faut une famine et un génocide pour qu'on finisse par se bouger. Et encore. Toujours est-il que, puisque l'avion affrété par la Grèce arrive, soudain, dans notre prison, tout change. Les médicaments qui n'arrivaient pas se mettent à arriver. La promenade qui n'était pas possible, promenez-vous où vous voulez, comme vous voulez. Ils ne ferment même plus les portes. Vous voulez prendre une douche? La douche impossible, vous savez, c'est au fond à gauche. Alors je ne vous cache pas que la douche dans la prison de Kétiot, après 3 semaines en mer et 4 jours à macérer dans ma sueur, c'était l'une des meilleures douches de toute ma vie. Au soir du 4e jour, ils nous disent « Vous partez demain matin ». Notre dernière nuit, nous sommes privés de couverture. Je vous rappelle qu'on est dans le désert. Le lendemain matin, ils nous entassent dans les paniers à salade, à nouveau. Les marins parmi nous se rendent compte assez vite qu'on va vers le sud, donc probablement vers Eilat, et effectivement, nous arrivons devant l'aéroport d'Eilat. Et là, on se dit, soulagé, ça y est, on est à l'entrée de l'aéroport, on va descendre, on va traverser l'aéroport, on va prendre l'avion, on va être libre. C'est un soulagement. Et en fait, non.
En fait, non. Ils nous laissent dans les fourgons, sous un soleil de plomb, sans nous laisser sortir, à 5 mètres de l'entrée de l'aéroport. Et le temps passe. Et la chaleur devient à nouveau étouffante. Alors, on suffoque, on se met à taper de désespoir dans les cloisons pour qu'on nous fasse sortir. Et on voit à travers les barreaux, les grillages, on voit des gardiens à l'entrée de l'aéroport qui sont en train de danser au rythme de nous, en train de taper dans les cloisons. Une dernière torture pour la route, pour être bien sûr qu'on ne revienne jamais. Bon, ils finissent par nous faire sortir. L'aéroport est désert. Imaginez un aéroport international vide. Vide. À part des soldats. Enfin, des soldats, quand vous les voyez de près, en fait, c'est des gamins en uniforme. On embarque dans l'avion affrété par la Grèce, et là, tout le monde se regroupe spontanément par équipage, donc je retrouve Marco, Sazou, Carles, toute la bande. On est, voilà, grandes embrassades, on est fou de joie parce qu'on est soulagé, en fait. C'est pas vraiment de la joie, c'est du soulagement. C'est du soulagement parce qu'on est libre. Car la liberté, on croit que ça va de soi. Et dans le contexte politique français actuel, c'est intéressant. La liberté, on croit que ça va de soi, et en fait, non. J'ai compris ça en sortant du camp de Kétiot. Pareil, je le savais intellectuellement, mais maintenant je le comprends en profondeur. C'est-à-dire que pouvoir entrer et sortir d'une pièce comme tu veux, n'importe quelle salle, pouvoir marcher dans la rue, ne pas être soumis à l'arbitraire d'une brute épaisse, ne pas te faire frapper, avoir des droits, avoir des libertés garanties, en fait, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi et on peut enlever tout ça très vite. Demandez aux Palestiniens. Alors, on atterrit à Athènes, et là, nos sentiments sont mitigés, car d'un côté, on est soulagé, mais de l'autre, Israël se rappelle une dernière fois à notre bon souvenir. Bah oui, parce qu'une petite partie d'entre nous récupère une petite partie de leur bagage, parmi lesquels le gros sac à dos rouge de Greta Thunberg, sur lequel ils ont rajouté au gros feutre noir « Greta is a whore ». Greta est une pute. Le gentleman israélien, c'est la très grande classe. Alors, on passe les portiques, et là, pour nous accueillir, l'aéroport est blindé de Grecs. Il y en a partout, avec des symboles palestiniens partout. Et tu vois ça, c'est ton premier contact avec le monde extérieur depuis Kétiot. Tu vois ça, tu comprends que le combat va continuer. Et le combat doit continuer, parce que le lendemain de notre arrivée à Athènes, on a appris la mort d'un Palestinien de 22 ans, un prisonnier palestinien de 22 ans, jamais accusé de rien, jamais condamné pour rien, mais emprisonné, est mort de ses conditions de détention. Il est mort simplement en raison de la façon dont les geôliers traitent les détenus quand ils sont palestiniens. Il se trouvait au camp de Kétiot. Ça veut dire que quand nous, on y a été à peine quelques jours, il était très probablement déjà en train d'agoniser dans un autre bloc. Il s'appelait Ahmed. Alors, à quoi ça a servi tout ça? À quoi ça a servi? Quand nous avons été kidnappés par Tsahal, l'opération a pris 6 ou 7 heures.
Et pendant tout ce temps, la marine militaire israélienne a arrêté de surveiller les côtes de Gaza. Du coup, les pêcheurs palestiniens en ont profité pour pêcher un maximum de poissons, un maximum de bouffe, pendant 6 ou 7 heures. Du coup, j'ai envie de vous dire, mission accomplie. De manière totalement involontaire, certes, en servant de diversion et de chèvre pendant qu'eux ont pêché tout ce qu'ils ont pu comme bouffe et ils l'ont pêché eux-mêmes, mais mission accomplie quand même. De plus, je vous l'ai dit, sur les 5 continents, il y a eu des manifestations, il y a eu des grèves pour nous soutenir, et nous, on est allés au bout. Autrement dit, alors que nous étions des millions, des dizaines de millions en fait, et même au-delà, à éprouver cette terrible, cette frustration colossale, cette indignation, ce sentiment d'injustice dégueulasse, qui nous prend aux tripes. Vous avez tous vécu ça dans cette salle, vous l'avez tous ressenti. On a ressenti tout ça et on se disait, mais putain, mais ce cauchemar ne s'arrêtera jamais. Eh bien, l'internationalisme solidaire a été ressuscité par quelques centaines de citoyens lambda du monde entier et tous ceux qui les ont soutenus et aimés à travers le monde. Et ça, c'est important. Et c'est important parce que ça veut dire que non, on ne va pas lâcher l'affaire, on ne laissera pas cette horreur continuer. Alors, Stéphane Hessel disait, aujourd'hui, on ne s'indigne plus. On n'est plus prêt à risquer sa vie pour une cause. La preuve que si. Mais la prochaine fois, soyons plus nombreux. Merci la régie. Et toute mon équipe, merci à eux. Free Palestine! Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Juste un mot pour conclure. Ce sera bref. On a rempli la salle. Et je m'étais juré que si on remplissait la salle, il y aurait des dates supplémentaires. On va donc faire 2 dates supplémentaires à Paris et après on verra. Si ça continue à bien se remplir, on verra. Donc, je compte sur vous. Parlez-en à tout le monde autour de vous. Parlez-en sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui ont filmé des trucs et photographié des trucs. Je compte sur vous pour être des ambassadeurs de cette conférence. Balancez tout sur les réseaux sociaux. Faites-vous plaisir. C'est pas moi qui vais vous emmerder avec les droits. Allez-y. Lâchez-vous. Parlez-en tout autour de vous. Et dès qu'on a les dates, on vous les annoncera. Et merci. Merci à toutes et à toutes de tout mon cœur parce que j'avais vraiment la trouille qu'il n'y ait personne. Merci. Bon, merci pour moi, très égoïstement. Merci pour la cause. Et accessoirement,
quand même, merci pour le fonds Urgence Gaza de Médecins sans frontières. Merci à toutes et à tous. Et vive Abba! On vient d'assister à la représentation du spectacle de Thomas Guénolé concernant la flottille de Gaza et franchement, il nous a retransmis une vue réelle de ce qui a été vécu par les 400 personnes qui ont assisté à cette flottille. Il va falloir qu'on diffuse à tout le reste de la planète ce qu'on en a assisté ce soir. Alors moi je suis venue voir ce spectacle pour entendre le récit de personnes qui étaient sur ces fameuses flottilles, parce qu'on les a très peu entendus dans l'écosystème médiatique dans lequel on vit actuellement. Et c'est important de les entendre et de savoir que la croisière ne s'est pas du tout amusée. S'amuser à se cacher de drones israéliens, s'amuser à transporter des denrées pour des gens qui meurent de faim. Donc la croisière ne s'est pas du tout amusée. Donc pour ceux qui auraient un doute, allez voir et allez écouter ce récit qui a le mérite au moins de décrire l'intégralité de ce qui a pu se passer dans cette flottille et la façon dont l'armée israélienne a traité ses humanitaires. Très émouvant en tout cas. On sent l'ambiance qu'il y a derrière, on sent l'urgence qu'il y a à Gaza. Et surtout finalement, on avance avec lui avec cette question, à quoi est-ce que ça a servi ? Ça sert à quelque chose. Ça n'est jamais inutile. Et même le fait d'en parler, c'est pas inutile. Et c'est peut-être le plus important.